Donc, bonsoir à toutes et à tous. Concentration un peu là, les enfants, ça arrête de discuter dans le fond. Allô? Merci d'être venus ce soir chez Carib donc pour accueillir Benoît Jantet. Donc on est particulièrement heureux de le recevoir ce soir pour un texte assez surprenant, enfin, qui est une surprise, qui est arrivé comme ça de façon un petit peu, je vais dire sortie de nulle part, mais un petit peu aussi. Enfin, et ça a été vraiment l'enthousiasme. On s'est dit ouais c'est magnifique. C'est une forme fragmentaire qui est quelque chose qu'on aime beaucoup chez Carib. Si vous avez un peu regardé, vous pouvez voir que tout ce qui est probablement de l'ordre de la nouvelle ou du fragment ou des shots, comme disent certains des auteurs qu'on aime, sont surreprésentés dans cette librairie. C'est vrai qu'on aime beaucoup ça. Et bon, quand je me suis plongé dans ce texte, je me suis dit ouais. En fait, je l'ai relu 2 fois à la suite. Je l'ai relu encore une fois aujourd'hui. J'ai découvert des nouvelles choses. Donc c'est vraiment... j'essaie de réfléchir à comment le caractériser, mais il y a 31 fragments donc, qui sont arrachés en fait, à la mémoire du narrateur. C'est une mémoire qui est flottante, c'est étonnant à quel point c'est extraordinairement précis dans les détails. Chaque scène... Oui, donc autant c'est extrêmement précis chaque fragment sur les détails qui surgissent de ce passé, qui est jamais totalement situé, on sait qu'il est enchevêtré, mais l'ensemble donne une impression de flottement, qui est particulièrement attractive dans ce contraste entre voilà, on sait exactement ce dont on parle, il n'y a aucun doute, et en même temps, quand ça s'est passé, comment ça s'enchaînait avec les autres fragments, reste très mystérieux. Donc il y a vraiment un agencement qui est à la fois narratif et temporel de ces bribes, donc qui sont comme des briques d'identité qui forment le narrateur, qui parle d'aujourd'hui. Et on n'a pas l'impression, en tout cas moi j'ai pas eu l'impression qu'on cherchait à reconstituer un passé enfui, qu'on était dans une quête de la mémoire, qu'on était dans autre chose, dans une espèce de provocation d'une compréhension fulgurante, à la fois espérer que cette compréhension prenne lieu, enfin qu'elle ait lieu, également mélancolique, comment est-ce qu'on en est arrivé là, comment est-ce que je suis qui je suis aujourd'hui, et qui ne sera jamais précisé, qui sera toujours à deviner à travers ces bribes. Tu peux corriger si à un moment tu penses que je dis n'importe quoi, parce que c'est toujours un petit risque. Alors je pense que dedans, moi j'ai adoré, enfin, bon, c'est vrai que le titre est assez extraordinaire. Bon, souvent moi je fais pas très attention au titre des livres parce que c'est jamais que 2 ou 3 mots par rapport à des centaines ou des milliers de mots. Il ne faut pas leur donner trop d'importance, mais là je trouvais que ce Nos guerres indiennes résumait assez fabuleusement. Bon, il y a un des fragments qui fait explicitement référence, je ne sais pas si on le lira ou pas, mais sinon, enfin, on mettra en bonus. Je crois pas, mais oui, on pourrait le lire à la fin peut-être. Ouais. Donc il y a vraiment une référence explicite à ces guerres indiennes, quand on jouait aux cow-boys et aux indiens quand on était jeune, mais il y a aussi pour moi toute autre chose qui irrigue tout l'ensemble en fait, des 31 fragments. C'est les guerres indiennes, c'est des combats de perdants, c'est des choses sur lesquelles il y a eu un échec qui s'est mis en place de façon répétitive, fatale. Et pourtant, il s'est vraiment passé quelque chose dans ces guerres indiennes. Donc il y a comme une sorte de mythologie sous-jacente que j'ai trouvée très forte. Et je trouvais qu'il y avait un travail sur une bataille qui peut-être a été perdue, mais en tout cas qui a eu lieu, et dont il reste justement ces bribes contre le conformisme, contre un assaut de la mécanisation, de l'embrigadement, du fait de c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Et ça transparaît en fait à chaque bribe. Alors ça me faisait penser aussi beaucoup à un auteur qui s'appelle Philippe Hanoc, et à son livre Liquide, que j'aime également beaucoup. Mais voilà, je trouvais que d'une certaine façon, c'est les souvenirs d'une guerre d'extermination qui a été menée à l'égard de notre propre jeunesse. Et c'est particulièrement puissant, je pense que ça touche énormément. Et après, je ne suis pas sûr que ce soit un texte sur lequel il faille gloser pendant des heures, parce que d'abord il y a énormément de puissance, chacune des bribes et la façon dont elles résonnent entre elles, donc c'est des textes qu'il faut certainement écouter. Je veux juste mentionner une chose, c'est qu'à la relecture, aujourd'hui, donc à la 3e lecture,
j'ai eu le sentiment comme ça qui a surgi que beaucoup de ces fragments sont un peu comme des condensés d'une chanson de rock, et de rock indé en particulier. Bon, ce qui n'est pas complètement étonnant effectivement quand on connaît une partie du background de Benoît Jeantet. Mais c'était flagrant, on se dit tiens mais ça en fait ça pourrait être le texte mis en prose poétique d'une chanson de grands en fait, enfin de très grands du rock indé des années 90, 2000. Oui, c'est un grand espoir déçu ça, de n'avoir jamais été capable de jouer un instrument. Et moi, c'est ce qui me vient de la culture pop, j'appelle ça comme ça, et qui génère une certaine mélancolie qui irrigue tout le recueil. Au départ, en fait, je voulais écrire un récit classique. Je l'ai fait, avec des personnages qu'on nommait, une partie très descriptive et même narrative, et ça ne me convenait pas. Je trouvais ça, je sais pas, ça n'allait pas. Donc j'ai laissé ce texte mourir de sa belle mort. Puis je l'ai repris, il y a des choses que j'aimais bien, et les choses que j'aimais bien, c'était des choses qui concernaient un peu le flux de conscience, puis des flashs. Moi j'aime bien les auteurs qui écrivent dans la brume, qui se ménagent des zones comme ça, des zones grises, des zones neutres. Et nos guerres indiennes, effectivement, c'est ça, c'est la jeunesse, c'est les derniers combats qu'on a perdus, mais peu importe. On a livré bataille, à l'époque on était encore vaillants, on pouvait se battre, se dresser, avant que la vie nous somme de regagner la réserve. Et en relisant ces passages qui me plaisaient, je me suis dit, peut-être, je ne sais pas ce que j'allais en faire, rien probablement, peut-être qu'on élaguant autour, en enlevant petit à petit tout ce qui était récit, avec le côté pesant du récit, peut-être qu'on allait avoir un texte qui sortait des brumes, qui y rentrait, et où tout le monde finalement pourrait prendre appui. Je n'aime pas trop les textes où tout est donné, où on réfléchit à la place du lecteur. J'aime bien les textes où l'écriture fragmentaire est mon goût pour ça. J'aime bien les textes où finalement celui qui écrit se place à bonne distance et à la fois regarde les personnages dont on ne sait pas très bien qui ils sont. Et justement, chacun peut y trouver son compte. Moi, j'aime les auteurs qui ouvrent une porte, regardent ce qui se passe, saisissent une scène, et puis, pudiquement, reculent, ferment la porte ou la fenêtre, et puis s'en vont. Les guerres indiennes, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est vraiment ça, c'est que je pense que chacun d'entre nous, sur ces fragments, alors pas nécessairement précisément sur les 31, Non. mais il y aura à chaque fois des fragments, on se dira, dans cet interstice, dans cette porte qui a été ouverte, je me vois en fait, où j'imagine quelque chose qui me parle, alors là, très intimement, parce qu'il y a une façon de jouer sur la brume. Enfin, il y a une façon de mettre en scène la brume qui enserre ce passé, ces moments qui ont été des moments clés tous, hein, à divers titres. Oui. Et c'est extrêmement fort. Moi j'ai deux espoirs déçus, ça va vous faire rigoler, mais enfin, puisqu'on en est là. Il y a deux choses, il y a deux grandes utopies collectives qui me hantent. Il y en a une, on va passer brièvement dessus, c'est le rugby. Et l'autre, c'est le cinéma. J'adore les choses qui parlent au collectif et qui tiennent encore debout, le rugby, le cinéma encore. Et dans Guerres indiennes, c'est un peu ça, c'est-à-dire que ça fait vraiment référence à cette époque où on tenait encore debout, où on voulait faire les choses ensemble. Et puis à un moment, la vie fait que on se sépare et on fait le compte. Mais vraiment, l'idée c'était d'écrire un texte avec de la pudeur et de la distance. Voilà. Il y a une chose qui apparaîtra, je pense pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas lu ou entendu, mais qui apparaîtra fortement à la lecture, c'est que par rapport à une certaine écriture, et là je mets des quadruples guillemets, une écriture rock, hein, qui vient même des années 60-70 dans le monde entier, mais où parfois l'usage du raccourci, l'usage des apocopes, l'usage des syncopes a un côté un peu gratuit. C'est parce que ça fait genre, comme ça fait rock. Là, c'est incroyable à quel point on sent qu'il y a une nécessité intime que ça soit écrit comme ça, avec une façon de marquer le rythme, justement, de condenser, de faire sauter des articles. Et il y a zéro gratuité. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti à la lecture. Et ça aussi, je trouve que c'est
une sacrée prouesse d'écriture, quoi. L'écriture rock, je vais pas dire que je viens de là, mais j'ai commencé à écrire, entre guillemets, là j'en ai 10. Dans les magazines à l'époque c'était possible, maintenant sur des blogs, pour les magazines de pop et de rock, et évidemment mes modèles, on les connaît tous, c'est des gens comme Mr. Banks, Brian Marcus, même s'il fait un peu prof de fac aujourd'hui quand on le voit. C'était les modèles, et en plus c'était des gens qui arrivaient à faire sonner la langue. Ça m'a perturbé pendant un petit moment, il fallait que ça sonne, c'était chiant d'ailleurs, que ça sonne à tout prix. Et puis oui, c'est peut-être des scories de cette époque-là, mais moi je revendique vraiment ma culture pop. Je dis pas. Oui, je pense qu'elle irrigue le texte, mais elle l'irrigue justement avec ce que tu disais, avec pudeur, mais avec élégance aussi. Et surtout, sans qu'on passe par le gimmick. Enfin, à aucun moment on sent le gimmick, alors que honnêtement, c'est des choses qui arrivent souvent, quoi. Donc, dans des types d'écriture qui touchent au rock ou à la pop culture, et là on est vraiment très, très éloigné. Donc moi je crois que c'est un des plus beaux textes que j'ai lus. Alors je vais dire cette année pour commencer, puis parce qu'après il faut du recul pour lire ces 5 dernières années ou ces 10 dernières années. En tout cas, j'ai tombé dans les pommes là. Vraiment, c'est un texte magnifique. Oui, il va vous lire des extraits, on a choisi tous les deux, et puis on va donc l'écouter. Le train roule. Au loin, ça fait comme des flaques, ça miroite, jette des éclats intermittents, des feux sombres qui s'allument, s'éteignent, se rallument. Lassitude d'apprivoiser les pistes de vue et les maquettes en dur qui défilent jusqu'à mon siège comme des tendresses minuscules. Esprit brouillé par le vent qui dehors souffle, tempête. Les arbres se resserrent pour ne pas céder à leur envie de déracinement. Tout les pousse à se sentir seuls ces jours. Ne date pas d'hier cette histoire-là. Longtemps que la grande sapinière a dû accepter de se convertir en prairie. Depuis, ils ont l'air de grands rescapés. Les arbres. Déclopés en résilience. Promis c'est pas trop quand au copeaux. La prairie s'assoupit dans l'attente patiente de l'arrosage, et sinon peut toujours s'en remettre à la rosée. Une vie de prairie, c'est pas bien compliqué, c'est paisible, monotone. Quelques chiens courent dans la prairie, ils courent pour se donner un peu d'exercice, sautent par-dessus une succession d'enclos vides, ne pas trop s'apesantir sur l'anéantissement prochain de la race. Le train se met à rouler à grande vitesse. Quelques étangs menacent encore de leurs yeux noirs, des puits où se laisser couler d'épuisement, mais la distance s'est creusée. Tout pourtant portait à croire que... Mais c'est passé. Comme tout passe. Voilà. Deux amies entre elles, baskets fatiguées à l'identique, conversent en versant des larmes de rire sur leur vie compressée par le stress. Le train abandonne la province à sa petite apocalypse personnelle. Paris s'annonce. Le train. Toujours cette fuite éperdue qui vous emmène à vous-même. Ça c'est l'extrait qui ouvre le recueil. En fait, l'histoire débute par un voyage en train et finit auprès d'un ami. Ça vous le découvrez si vous lisez. Et c'était marrant parce que c'est une histoire, c'est une des rares choses à peu près vraies. Le reste procède d'un bricolage. Voilà. L'impression d'être à la fois spectateur et derrière des vitres. Je trouve qu'il n'y a pas plus de mélancolique que de regarder une scène se jouer derrière des vitres. On a l'impression qu'on est protégé. Et à un moment, je me suis retourné et j'ai vu ces deux copines qui discutaient et je me suis dit que j'allais écrire ça. Donc je l'ai fait. Je sais pas si j'ai eu raison, mais je l'ai fait. Voilà. On va lire il va vous lire un autre extrait. Ah oui, c'est bien ça. Vieillir. Ça n'aurait dans le fond aucune espèce d'importance, aucune. Par la force des choses, notre existence perd peu à peu ses dernières lettres de noblesse. Et voilà qu'au bout du voyage, on a fini par déroger, reposant sur un lit poisseux, dans une pièce qui sent la pisse, un tas de souvenirs réduits en cendres, et ça qui ne fume plus des masses, et ça pour dernière compagne.
et dans cet ultime laps de présent qui tremblote, ses souvenirs d'enracinement. Un parfum de plat à barbe flotte sur le monde. Où reste-t-elle, cette ancienne capacité de révolte? Pas si longtemps, la moindre anomalie sociale vous jetait sur les chemins de l'aventure. Envie de bloquer net tout adversaire à votre mesure, de lui planter le nez dans la luzerne, étiez si prompt alors à vous gonfler comme le vent prêt à pousser les nuages, à vous livrer au pillage, à la faveur de l'incendie. On appliquait son esprit au moindre texte, chaque livre portait l'espoir d'un nouveau monde, tout un champ d'opossums possible, jeunesse bouillonnante, savate, chaussons, boxe anglaise, mouille le maillot ou casse-toi. Le nomadisme rendait sensible aux autres. À l'affût, dans les salles obscures, vous traquiez les moindres éclairs du désir, ressentiez le manque, les cœurs volaient en éclats. La vraie vie, ça n'existe pas, le cinéma, rien de mieux pour apprendre à finir. À ne plus vivre qu'à brève échéance. Vieillir ne ferait rien, non, une chute sur la tempe à travers le temps. Pourtant, la longueur du jour est désormais source de larmes. Une lassitude vous enveloppe. Le voyage a perdu son motif. Le cœur n'est plus cet athlète, en forme ou pas. Chaque partie du corps aurait-elle eu droit à son histoire? Pour ça qu'il se laisse flotter, le corps, à la dérive, endormi dans l'onde inerte, le corps, pour ça que des bois flottants, à l'approche des derniers rapides, tout ce que nous sommes. Bon, c'est un texte très gai. Il y a la luzerne, non? Sur un thème qui me préoccupe parce que peut-être c'est l'heure de s'y pencher. Le vieillissement. Non, mais surtout physique à l'époque où j'ai écrit le texte, c'était le fait de la fonte musculaire. Non, mais oui, j'ai l'impression quand même que à un moment dans sa vie, on croit que ça va durer toujours et on se retourne et on s'aperçoit qu'on a quand même pas mal dérogé. Jusqu'alors, on s'en souciait pas, et puis peut-être parce qu'on sent arriver le train des générations suivantes, on a l'impression qu'on n'a rien fait de bien, quoi. Et c'est préoccupant. Voilà. Je suis désolé. Et ça fait rire. Je sais, ma vie est pathétique. Non, je le commente mal, ce texte. Enfin, c'est pas... On s'en fout que j'ai vieilli. Tout le monde vieillit. Non, mais je trouve que c'est à la fois, je m'en moque complètement, et à la fois, il y a un âge vraiment où on se dit qu'on a vieilli, on se dit qu'on a quand même... on a tous voulu être purs, enfin, je dis ça entre guillemets. On a tous voulu essayer de pousser... le plus loin possible certains rêves, et on s'aperçoit tous à un moment quand même qu'on a pas mal merdoyé, donc c'est un peu chiant. Voilà. On peut lire un troisième extrait, très gai celui-ci. Sur la barbe à papa. Voilà. C'est pas mal. Ouais. Ça ou... Lequel? Les gens malheureux prétendent qu'ils sont nés d'une tristesse ancienne, d'un accouchement de barbac compliqué. Le mal, c'est dans le premier sang, le premier cri qu'il s'enracine, et donc d'atroces cris de souffrance. Pas les leurs, non, ceux d'un père éploré d'horreur, dévasté de chagrin, son impuissance mise en demeure sur le pas de la porte, dont les gestes ne se tendront plus, vers aucun but, sera toujours dans votre dos celui-là. Ne sera plus qu'une peur primale, une angoisse nocturne, la désillusion du soldat avant d'avoir pu livrer bataille. Ceux aussi d'une mère terrassée au seuil de la naissance, comme un suc mortifère, son dernier souffle d'amour répandu à courte haleine sur votre corps déjà froid. Et pourtant, et tout ça qui apposerait le sceau du malheur, l'immense, l'incommensurable, les gens malheureux vous expliquent que leur venue au monde n'a consisté qu'à ça. Une expulsion brutale, et c'est tout. Que depuis le premier jour, la vie n'est pas la vie. On beau lire, au lit, où aucune étreinte ne vient jamais froisser les droits, au lit, où aucune étreinte ne vient jamais froisser les draps,
dans les traits où on ne les remarque pas, ont beau se saouler de cinéma, à oublier, à comprendre, à endormir, à ressouder, ça ne tient pas longtemps. Pour eux, la vie ne se conçoit pas. C'est la mort qui conduit l'équipage. Les gens malheureux ne viennent pas d'eux, ne vont pas vers, sont comme ça, ni en dehors, ni au dedans, retirés de tout, à l'écart de soi. J'ai rien à dire là-dessus. Bravo. J'aurais bien tenté de lire mon passage préféré. Ah bah. En plus, celui où on parle des guerres indiennes. Bon, allez. Voilà, on se dit que le titre, c'est pas juste un titre, c'est lyrique, tout ça. Je fais, ça ne devrait pas me faire avoir un... Debout? Non. Ah non, Tu- ça va comme ça. Bu un thé à la menthe, rue Washington. La nuit était presque tiède. Presque. Dehors, quelques gamins jouaient à précipiter la chute du triste monde. Avaient une fois de plus trouvé le moyen de quitter leur réserve, l'endroit où on les a confinés, sommés de mourir, et que leur race s'éteigne à petit feu, en silence, à perte de vue des terres de poussière, incultes, leur ruse et leur désir de pillage. Se hurlaient mutuellement des tas d'adjectifs sauvages dans leur patois d'Indiens. Derrière la vitre, nos oreilles saignaient. Était venu là avec un ami, reparler de cet âge sauvage lorsqu'on s'inventait des vices pour se rendre intéressant. Reparler un peu de nos guerres indiennes. Dehors, puisque la vraie vie c'était dehors, soudain ça s'est mis à renverser les poubelles pour danser autour. Dehors c'était des cris comanches, de jeunes guerriers désireux de faire leurs preuves qui se couchaient pour stopper les diligences. Et dedans, c'était rempli de gros propriétaires terriens, les fils de ceux qui avaient spolié leur père, violenté leur mère, ces diligences pleines de possibles têtes à scalp. Mon ami et moi, ça nous amusait pas mal de les savoir stopper comme ça au feu rouge. Leurs occupants tout à coup forcés de mettre un peu le frein à leur ascension sociale. Les cochers parfois toussaient d'impatience, fouettaient méchamment la nuit, maudissaient cette sale race, cette racaille qu'on aurait mieux fait d'éradiquer une bonne fois. Du mal peut-être à refréner les envies de carnage de leurs 300 chevaux de guerre, tellement fiers de leur attelage d'Attila importé d'Allemagne et d'Italie. Dehors, plus les cris se faisaient menaçants et moins ça bronchait à l'intérieur des diligences. Mépris, condescendance, que ça. Devaient considérer nos propriétaires terriens que même cette rage, tous ces éclats de violence, des forces plutôt inoffensives, trop désordonnées dans le fond. Juste un mauvais moment de révolte à passer. Vivre dans le luxe, me dit soudain mon ami, c'est évoluer en vase clos dans sa petite organisation cellulaire, à l'abri d'une espèce de blindage. Il en existe même de très sophistiqués, poursuit-il, qui réagissent au moindre impact pour en réduire aussitôt les dommages. Mon ami, ce soir j'en suis fier. À reparler ainsi de nos guerres indiennes, pour un peu il me redonne à moi aussi la force de puiser le courage nécessaire de remonter à cheval. Et allez, sabre au clair. Bu un thé à la menthe. La nuit était presque tiède, presque. Et même que sang et larmes ont failli être versés. D'où ils nous regardent, les gros propriétaires terriens à l'abri de leur diligence blindée, pour sûr qu'on doit tous passer pour des fantassins, des sortes d'hommes troncs. Et après, cravache mon ami, je te suis. Je sais bien qu'on peut encore galoper pour n'importe où, pour revivre, et revivre mieux les heures glorieuses de nos guerres indiennes. Bousculer à bride abattue ce temps du mal, ces heures noires. Vas-y, cravache, je te suis, cravache. Alors ce nos guerres indiennes, donc, qui est tout sauf anodin, qui est un brûlot qui a cette tristesse mélancolique, mais il y a des forces vives à l'intérieur qui sont assez exceptionnelles. Donc vraiment bravo, et j'ai hâte d'en lire d'autres maintenant. Merci. Merci et merci à vous. Merci à vous. On peut poser des questions ou pas? Oui, on peut poser des questions. Comme je vais. Moi, je voudrais poser une question Vas-y. à Monsieur Jantet. Bonjour monsieur. J'aime beaucoup ce que vous faites. C'est gentil. J'aimerais savoir, vous avez évoqué le principe d'une fiction classique. Oui, mais Est-ce que vous y reviendrez un jour ou pas? Est-ce que le fragment, c'est une forme d'écriture militante, on va dire, par exemple? non, moi je suis pas militant. Qu'est-ce que vous pourriez me dire là-dessus, Monsieur Jantet? Je vais vous dire que j'aime bien écrire court, que j'aime bien écrire par bribes, que les auteurs pas que ceux-là, mais ceux que j'aime relire, ce sont des auteurs qui écrivent dans la brouillard, et qui même si sous couvert de classicisme, moi j'aime bien, mais en fait les livres on ne sait plus un moment qui parle, d'où il parle.
à la fois, ça me perturbe. Je sais pas si je reviendrai à des choses plus classiques, mais classique, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis surtout, c'est une question de rythme, hein. C'est une question de souffle. Je pense qu'un romancier, il faut avoir le souffle pour écrire un roman. Je suis pas sûr d'avoir le souffle. Regardez, je suis en train d'adopter déjà en vous répondant. Non, honnêtement, je dis ça avec le plus grand, évidemment, le plus grand respect. Des romans, j'en ai lu, je continue à en lire. À chaque fois que je tombe sur un roman qui me coupe le souffle, justement, ça m'écrase d'angoisse et de bonheur. Et je suis pas sûr d'être capable d'écrire un roman. Voilà. Donc en fait, j'essaye d'écrire ce que je pense savoir ou pouvoir écrire. En fait, c'est ma limite. Donc les romans, je ne vous cache pas que je vais essayer d'en écrire, mais c'est pas... Voilà. Je sais pas si j'ai répondu. Si, j'ai une autre question, du coup. Oui. Excusez-moi. Mais je vous en prie. C'est une manière de s'affranchir de la causalité aussi, par exemple, dans le récit? Non. Les enchaînements causaux du roman? Non. Est-ce que... Non. Par ailleurs, on écrit des scénarios, donc là, pour le coup, on est dans un art du prototype où il faut être... ça, c'est très précis. Et c'est rigolo parce que... je sais pas si c'est rigolo, d'ailleurs. Non, je pense pas. Je vous ai bien fait rire ce soir. Non, quand on écrit un scénario, là pour le coup, il y a toutes ces contingences et on joue avec, et c'est d'ailleurs très bien, la contrainte, rien de mieux. Mais je suis pas sûr d'avoir le souffle. D'ailleurs, les scénarios, je les écris avec notre scénariste, parce que justement, comme ça, nos souffles réunis finissent par faire quelque chose qui tienne un petit peu plus, qui soit pas de courte haleine. Mais pour ce qui est de l'écriture je pense pas avoir le souffle nécessaire. Enfin, donc du coup, la question, elle se pose plus. Voilà. Et je vous avoue que de plus en plus, j'aime écrire court. Voilà. Je suis désolé. Non, je trouve ça très bien comme réponse. C'est un aveu d'impuissance, en fait. Totale impuissance. De puissance acceptée. Alors, si vous avez des questions aussi pour Benoît Jeantet, n'hésitez pas à les poser ensuite de façon informelle autour d'un verre ou plusieurs. Oui. Le troisième, je promets d'être beaucoup plus distrait. En tout cas, vraiment merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment merci pour votre lecture et puis pour ça. Merci.